Bonjour à vous, merci d'être avec nous. Dominique Prince, vous êtes actuellement contrôleur général économique et financier au sein de Bercy. Vous avez pendant plusieurs années été notamment en charge de l'égalité. Vous avez été haut fonctionnaire chargé de l'égalité au ministère économique et financier. Et vous avez dans ce cadre notamment mis en place un label diversité qui vise à encadrer entre autres choses les moyens de recrutement des services de l'État. Vous, Madame la Générale, donc Isabelle Guillon de Méritins, vous êtes actuellement inspectrice générale de l'administration et vous avez été nommée en 2013 générale de brigade. Vous étiez la première femme nommée à ce poste. Alors peut-être une première question de contexte d'abord. Aujourd'hui en 2019, l'égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine professionnel est quand même quelque chose de répandu. Mais qu'en était-il il y a encore quelques décennies, au moment peut-être où vous avez commencé votre carrière, et quel est un petit peu le chemin parcouru justement dans ce domaine-là? Je veux bien commencer par une première réponse. Moi, au moment où j'ai commencé ma carrière en 1982, j'étais un homme dans un monde d'hommes. Donc c'est une question qui ne s'est pas posée à moi, sur laquelle je n'avais pas réfléchi plus avant, qui n'était pas dans les thématiques les plus couramment évoquées dans une direction qui pourtant était la mienne et qui aurait pu se saisir dès cette époque-là de ces sujets-là, puisque c'était la direction des ressources humaines des ministères économiques et financiers. Donc c'était un grand silence sur le sujet. Aujourd'hui, la question est présente, je pense, dans tous les cercles, dans toutes les réflexions. Elle est présente dans les services, mais beaucoup reste à faire. Bien sûr. Alors, moi je reprendrai un peu la formule de Monsieur Le Prince. Lorsque j'ai débuté dans ma carrière professionnelle, donc à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, j'étais une femme dans un milieu exclusivement masculin. Et en fait, je ne me posais pas non plus la question, parce que à ce moment-là, la question n'était pas de se distinguer ou d'évoquer une quelconque égalité professionnelle, mais c'était vraiment de se fondre dans la masse pour s'intégrer au mieux dans les meilleures conditions. Moi, je constate qu'aujourd'hui, le cheminement parcouru a été vraiment énorme pour l'ensemble de nos administrations, parce que depuis 30-40 ans, les politiques tournées vers l'égalité professionnelle se sont développées sous différentes formes, sous différents axes, tant pour le monde privé que pour le monde public. Et énormément d'avancées ont été faites dans ce domaine. Pour autant, le constat que l'on fait aujourd'hui, c'est que les marges de progrès sont aussi très importantes et qu'il faut vraiment travailler pour atteindre cette égalité réelle qui est souhaitée par tous. Alors justement, vous l'avez évoqué, au cours des 30 dernières années, cette évolution en faveur de l'égalité professionnelle a quand même s'est énormément améliorée. Selon vous, peut-être par vos parcours ou même au niveau des lois qui ont pu être votées, qu'est-ce qui a favorisé selon vous de façon significative cette évolution et qui a permis de donner aux femmes la possibilité d'avoir accès, y compris aux plus hautes fonctions, et puis de manière générale de féminiser les professions qui étaient autrefois réservées aux hommes? C'est une question difficile. Oui, c'est une question difficile, et parce qu'elle englobe des champs d'action extrêmement différents. Extrêmement différents. Je crois que... mais c'est une réponse qui est vraiment... parce que la question est difficile et complexe, c'est une réponse qui est partielle à celle que je vais vous faire. Si on se focalise sur la question des grands textes fondateurs, il faudrait remonter probablement le temps d'une manière considérable et on en oublierait, donc c'est un petit peu difficile de l'aborder comme ça. Je crois quand même que la prise de conscience d'un certain nombre de services repose partiellement, pas entièrement, mais partiellement sur une approche qui était une approche de lutte contre les discriminations au sens large, au nombre desquelles, évidemment, une discrimination très spécifique qui est celle qui peut s'exercer à l'endroit des femmes. Et l'un des grands leviers de prise de conscience, au moins au niveau de la mise en place des réglementations, à mon sens, elle nous vient de l'impulsion européenne. D'accord. Alors moi j'ajouterais sur ce domaine-là, c'est que en fait on a quand même eu le tort en France de partir sur des politiques en sprint successifs. Parce qu'on a connu effectivement sur les 30-40 dernières années des politiques très incitatives à certains moments, et puis un oubli
pendant un certain nombre d'années derrière, de suivre les actions engagées, de pouvoir véritablement piloter un dispositif dans la durée. Et je crois qu'en fait, sur l'ensemble de ces politiques, c'est vraiment un objectif de marathon, c'est-à-dire inscrire des politiques dans la durée, les suivre, objectiver les résultats et construire petit à petit toutes les conditions qui vont faciliter l'obtention de cette égalité professionnelle auquel femmes et hommes aspirent de manière assez identique. Et là, en ce moment, nos politiques s'orientent vers des politiques très, très incitatives, impératives. Pour autant, derrière, c'est vraiment construire des actions de fond et qui permettront de faire évoluer en profondeur les choses. Et justement, sur ce que vous venez de dire, dans les politiques un petit peu incitatives, il y en a une parmi d'autres qui est souvent discutée, débattue, y compris chez les femmes, c'est celle de la discrimination positive, des quotas. Est-ce que selon vous, il s'agit de quelque chose qui peut se présenter comme un mal nécessaire? Je crois que c'est vous qui aviez dit ça ce matin. Ou alors au contraire quelque chose qu'il faut manier avec prudence? Je vous ai dit ma conviction, je crois que c'est vraiment un mal nécessaire et peut-être même pas tant un mal que ça d'ailleurs. Je crois que c'est vraiment, pardon d'expression un peu technocratique, mais là il y a un effet levier qu'il faut absolument mettre à profit maintenant. On voit bien, on parlait tout à l'heure, Madame la Générale l'évoquait, on a parlé beaucoup d'égalité réelle, mais c'est ça qu'il faut atteindre dans le fond. Et pour atteindre cette égalité réelle, alors que l'égalité est inscrite dans les textes depuis parfois très longtemps, qu'ils soient européens, nationaux ou internationaux, aujourd'hui cette égalité réelle, elle a besoin de leviers d'action puissants. Je crois que vraiment cette dimension discrimination positive ou préférentielle, ou une politique très orientée en faveur des femmes, et notamment pour l'encadrement supérieur, me paraît indispensable au stade où nous en sommes. Mais ça ne fera pas le tour de la question. Alors moi je suis tout à fait sur cette prise de position parce que aujourd'hui on doit être dans une vision résultat. Et la loi Sauvadet, cette politique de mise en place de quotas, de nomination équilibrée, a permis réellement de faire bouger les lignes. En tout cas, on en voit et on mesure le résultat pour la fonction publique. Et donc, effectivement, c'est un mal nécessaire. Pour autant, il faut aujourd'hui aller au-delà et véritablement pouvoir inscrire dans la durée des politiques qui ne soient pas seulement celles des primo-nominations, mais qui soient bien celles de la construction de parcours de compétences pour tous, hommes et femmes, qui permettront, je dirais, naturellement d'arriver à la reconnaissance de ces compétences par le jeu des nominations, de la mobilité et, je dirais, finalement, de la possibilité d'épanouissement pour tous. Je vois. Pour rebondir sur ce que vous avez dit ce matin, sur le seuil critique que vous jugez important d'atteindre justement pour que les femmes puissent avoir une place importante, est-ce que vous pourriez peut-être, même à la lumière de vos expériences personnelles, revenir un petit peu dessus pour nous expliquer les mécanismes qui sont à l'œuvre quand il n'y a d'un côté pas de femmes ou très peu de femmes, ou dans d'autres services ou d'autres ministères, quand on arrive justement à ce seuil critique? Quel est le cercle vertueux qui se met en place pour cette égalité professionnelle? De mon point de vue, ce cercle vertueux, il s'enclenche à partir du moment où la présence des femmes dans les instances de direction, puisque c'est de ça qu'on parle, permet à d'autres femmes d'envisager des carrières qui les mèneront à ce niveau de responsabilité. Ça leur permet de se projeter, ça permet d'installer des rôles modèles, pardon d'expression. Ça permet aussi aux instances de direction de commencer à réfléchir et à orienter leur politique en la matière avec une inspiration duale qui est plus exclusivement genrée autour des hommes ou autour des femmes, mais bien d'une mixité, ce qui implique évidemment à terme, à moyen terme, ce qui implique une nouvelle vision de la politique d'égalité professionnelle. Je crois que c'est ces deux leviers qui sont à l'œuvre. Un, des rôles modèles féminins qui permettent vraiment aux femmes d'avoir en point de mire des carrières qui sont envisageables et dans lesquelles elles oseront se lancer et postuler. Et d'autre part, en effet, retour d'avoir une nouvelle politique managériale qui se met en place. Justement, c'est la question des seuils joue à plein, je dirais, comme levier d'entraînement. Parce que
la présence de femmes en plus grand nombre sur les instances de décision, sur les instances d'orientation des politiques, permet d'élargir le regard, la vision qu'on peut avoir de l'ensemble des modalités de mise en œuvre de ces politiques. Et ça permet de renforcer en fait des actions qui permettent aux femmes, je dirais, de se lancer, d'oser véritablement assumer des responsabilités supérieures, et en même temps qui permettent à chacun de se reconnaître dans un exercice professionnel à la fois partagé et confiant. Très bien. Pour conclure, peut-être une question pour ouvrir aussi sur la question du recrutement. Vous avez été, Monsieur Prince, jury de l'IRA. Vous-même, vous avez, Madame la Générale, pu voir un petit peu dans les écoles à quel point la question du recrutement et de la présence des femmes était importante. Comment est-ce que vous percevez cette question? Comment vous l'analysez? La nécessité justement dans les recrutements d'être très vigilant à ce que cette égalité professionnelle commence dès ce moment-là, dès cet instant, pour ensuite la favoriser dans les carrières. Mon point de vue en première analyse, c'est qu'il faut, ça peut vous paraître curieux, mais professionnaliser le recrutement dans la fonction publique. Et ça ne peut pas être simplement l'affaire de quelques fonctionnaires plus ou moins expérimentés qui, pendant un temps court, se mettent ensemble et se disent « Mon Dieu, qui va-t-on recruter ?» Il s'agit vraiment d'avoir un processus professionnel qui d'abord garantisse véritablement l'absence de discrimination dans la manière dont les épreuves se déroulent, ce qui implique de prendre un certain nombre de précautions, ce qui implique une traçabilité des décisions qui sont prises, ce qui implique une prise de conscience de la nature des questions qui peuvent ou ne peuvent pas être posées. Et il faut ensuite que tous les membres des jurys, et c'est en ce moment le cas, et je pense que c'est un progrès extrêmement important, il faut qu'ils soient formés et sensibilisés à ces questions. Ça, c'est vraiment, je pense, l'axe principal sur lequel il faut continuer à s'appuyer. Alors c'est une mesure effectivement extrêmement importante que cette sélection et cette formation des jurys de concours dans l'ensemble de la fonction publique, c'est quelque chose d'extrêmement important. Une formation justement centrée sur la question des stéréotypes. Effectivement, j'ai davantage tendance à recruter celui qui me ressemble, celui ou celle qui me ressemble, et donc voilà, c'est important de pouvoir dépasser ces stéréotypes. Et il est important aussi, Monsieur le Prince parlait de professionnaliser les jurys, oui, et en même temps de travailler de manière précise sur les chiffres. Parce que en suivant les chiffres des candidatures, des admissibilités, des admis, on voit se dégager quand même des tendances qui peuvent montrer l'exclusion de certaines populations pourtant bien représentées sur les phases initiales du recrutement. Donc il faut aussi poser des diagnostics précis sur les recrutements dans les différents corps pour pouvoir cibler des leviers d'action possibles et travailler après pour être sûr d'éliminer toutes ces causes finalement de discrimination au recrutement et avoir des politiques qui permettent cette égalité dès le démarrage dans la fonction publique. Bon, en tout cas, merci d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous. C'était pour le séminaire Égalité professionnelle. Merci encore. Merci à vous. Au revoir.